Sous Philippe le Bon, Dijon a explosé économiquement, Fifi désirant que sa capitale soit la plus rayonnante possible, et ce, à tous les niveaux. Truc visible avec le bâtiment qui coûte le plus de pognon sous son règne, Saint-Jean, que nous avions déjà évoqué dans l'épisode 4. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en Milan, la ancienne bâtisse s'est pris un sacré coup dans la tronche. Pour sa reconstruction, on voit alors grand, tellement grand qu'il faudrait lever un nouvel impôt. Mais heureusement, Fifi, toujours aussi finaud, déguise la nouvelle taxe en misant sur l'ignorance de ses sujets pour se faire encore plus de pognon. Et ce déguisement porte un nom que vous connaissez déjà tous, le loto. Une technique inchangée encore aujourd'hui, la preuve en est avec le loto actuel où vous avez une chance sur 14 millions, et pire, l'euro million avec une chance sur 116 millions, soit 0,000008%. Bref, t'as plus de chances de trouver du premier coup le digicode d'un immeuble pris au hasard dans la rue. C'est pourquoi ces messieurs les financiers appellent ça l'impôt sur la stupidité, qui rapporte quand même 50 millions par semaine à l'État. Mais bon, à part ça, souvenez-vous toujours que... Chaque jour est une chance. Bref, tout ce joli petit détour pour vous dire qu'on n'a strictement rien inventé. Fifi appliquait déjà exactement la même technique au XVe siècle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a Saint-Jean, qui se distingue en étant le seul bâtiment religieux de la ville de style gothique flamboyant. Alors, pour faire simple, le gothique flamboyant, ça veut dire que c'est le seul qui se la joue avec des vitraux en style végétal et un plafond avec une clé pendante, histoire de donner l'impression que les piliers qui soutiennent la charpente sont eux-mêmes soutenus par l'opération du Saint-Esprit. De l'architecture bien badass, quoi. Sinon, chaque année, on foutait le feu de vent en faisant la fête. Vous l'aurez deviné, c'est les feux de la Saint-Jean, qui, pour info, est un vestige de la fête du Nouvel An païen, que les curés ont très astucieusement su retourner à leur avantage. Sinon, d'autres bâtiments religieux, ou plutôt économico-religieux, sont réaménagés, à l'image du Petit Cîteau, qui, pour faire simple, était le carrefour market alimenté par le carrefour principal, qui est l'abbaye de Cîteaux. Eh ben, ce petit Cîteau dijonnais va se trouver une nouvelle utilité bien plus politique et ce, à la demande de Fifi. En effet, le bâtiment est réaménagé et devient l'ambassade d'Angleterre à Dijon. Encore heureux qu'on n'y ait pas emprisonné Jeanne d'Arc. C'est également sous Fifi que se bâtit la première université de Dijon. Au Moyen-Âge, ces institutions étaient alors appelées collèges. C'est pourquoi encore aujourd'hui, à cet emplacement, la rue s'appelle la rue du Vieux Collège. Maths, philosophie, lettres, latin, grec y étaient enseignés environ 200 étudiants, destinés à devenir hommes de loi, médecins ou profs. Truc à noter aussi, on y enseignait très sérieusement l'astrologie, car oui, à cette époque on commence à peine à dissocier l'astronomie de l'astronomie. Il est à noter également que cette université a été construite dans l'une des rues où s'était rassemblée la communauté juive de la ville, car avant de s'appeler rue du Vieux Collège, elle s'appelait rue des Juifs, où elle formait le trio avec la rue de la Petite Juiverie, actuelle rue Charrue, et la rue de la Grande Juiverie, actuelle rue Piron. Par rapport à tout ça, un peu de contexte s'impose. Il faut savoir qu'à cette époque, l'Église interdisait strictement le prêt avec intérêt. La communauté juive était donc la seule à qui on pouvait emprunter de l'argent. Les premiers à avoir eu l'idée de cette technique pour faire la nique aux lois de l'Église sont les Vénitiens. Et détail étymologique qui a son importance, les Vénitiens avaient alors rassemblé cette communauté dans le quartier de Venise dit de la Fonderie. Et Fonderie, dans le vénitien de cette époque, ça se prononçait ghetto. Flairant le bon coup, l'ensemble des villes de l'Occident chrétien se mirent alors à imiter la technique vénitienne, Dijon ne faisant pas exception à la règle. Bref, pour en revenir à l'université, les hommes de loi qui étaient formés dans cette première université dijonnaise pouvaient ensuite faire appliquer la sentence de la justice place Émile Zola, qui, en plus d'être un marché à ciel ouvert déjà évoqué dans l'épisode 8, devient aux environs de cette époque le lieu d'attraction favori de toute la famille. En effet, cette sympathique place où on prend joyeusement aujourd'hui un café était alors le lieu de torture et d'exécution des condamnés. Au centre se trouvait un échafaud bien en hauteur, histoire que même les petits dans le fond puissent bien voir, sur lequel se trouvait en perpétuelle exposition la roue. Il aura gagné une grosse somme d'argent, c'est la vocation du millionnaire. Faut pas la regarder, on verra après. Ah non, c'est pas la roue de la fortune, et en effet vaut mieux pas la regarder vu ce qu'on fait dessus. Et tu seras rond, tout vif. Ça donne envie, n'est-ce pas, hein? Mais celui qui en parle le mieux, ça reste encore Léo Dagan. Prenez la roue, par exemple. Bah ça c'est festif. Parce que le condamné est attaché et on commence par lui casser les bras et les jambes. Bon, bah tout le monde peut venir avec son petit bâton, les gens participent, c'est convivial. Convivial, ouais. Pour le coup, imaginez, il y a le condamné qui arrive et là, il y a le bourreau qui lui sort. On va voir ce que ça va donner. Enfin, c'est moi qui vais avoir la honte. Non,
mais il n'est pas question de honte, il est question de s'amuser avec le public. Hein. S'amuser avec le public qui, à côté, peut faire un petit arrêt au stand de fruits pour faire ses provisions. Mais c'est pas fini mon petit bonhomme, parce qu'à côté se trouve le gibet pour pendre et exposer le macabé du condamné. Et enfin, le bio, où le bourreau vous faisait sauter la tête à coups de hache, enfin, sauf si vous étiez noble, hein. Là vous aviez l'honneur de vous faire décapiter, non pas avec une hache, mais avec une épée. Ce qui change tout, vous en conviendrez, hein. Plus rarement aussi, on a fait cramer des mecs. Au bûcher! Au bûcher! Et aussi des sorcières. Hérétique! Au bûcher! C'est le bûcher! Ah, la place Émile Zola, il y fait si bon vivre. Ou mourir, ça dépend pour qui. D'ailleurs, suprême délicatesse, la proximité de la rivière Suzon qui contournait alors la place permettait d'évacuer le sang, les cendres et autres restes humains, en plus du sang des boucheries et des ordures communes. Voyez là un bon résumé de l'hygiène du Dijon de l'époque. Car pour dire littéralement les choses telles qu'elles étaient, en ce temps-là, on chiait littéralement par les fenêtres, et c'était parfaitement normal. On balançait alors son seau d'ordures et d'eau usée directement par la fenêtre dans les rues. Prenons par exemple la rue Véry. Imaginez que le centre de la rue était bien plus creusé, où au centre coulait un ruisseau constitué de toutes ces joyeusetés. À partir de là, il est facile alors d'imaginer que de marcher dans les rues de cette époque, eh ben c'était prendre un risque. Celui de... Un seau de merde, docteur! Ce style de scène devenant un peu trop récurrente, on finira par mettre une loi en place, forçant les gens à crier 3 fois gare à l'eau avant de balancer leurs bombes, laissant ainsi aux piétons le temps de piquer un sprint pour éviter la douche. Inutile de vous dire qu'au vu de cette menace constante et des dégueulasseries au centre de la rue, le mieux consiste encore à longer les bâtiments et ce très près. C'est là qu'on peut voir dans les rues de Dijon chaque jour s'afficher alors les distinctions de classe. En effet, quand un pauvre croise un riche, il doit s'en éloigner pour ne pas l'accommoder, et donc s'éloigner des bâtiments, pour descendre au centre de la rue en V. Ce qui veut dire aller sciemment marcher dans la merde tout en prenant le risque de s'en prendre dessus, laissant ainsi aux riches le haut de la rue, et pour peu que celle-ci soit pavée, eh ben il occupe alors le haut du pavé. D'où l'expression. Et justement à propos de classe et de bâtiments, suite à l'explosion du commerce, de multiples rues sont transfigurées par l'apparition de nouveaux bâtiments, tous liés au commerce et à la fortune de leurs possesseurs, à l'image de la rue Chaudronnerie, avec la maison aux 3 pignons. Et de 1, et de 2, et de 3. D'ailleurs, c'est au rez-de-chaussée de cette baraque que vous pourrez trouver les meilleures truffes de la ville. Cette boutique moderne a une forte portée historique, car en plus du pinard et de la moutarde, ce qui délecte particulièrement les ducs, c'était les truffes. L'or noir des Valois, qui se vendait à prix d'or et qui était la seule à se trouver sur la table des rois de France, c'est vous dire. Bref, si vous voulez faire un voyage dans le temps gustatif, c'est là qu'il faut aller. Autre exemple de rue, la rue Véry, qui se couvre de maisons commerciales. La rue Condorcet, voyant apparaître de nouvelles maisons bourgeoises. Enfin, la rue Monge, où subsistent des façades à pans de bois. Quant à la rue des Gaudrans, on y voit sortir de terre l'hôtel qui y donna son nom. Les commanditaires, la famille Gaudran, étant alors d'influents politiciens de l'époque. Rue La Monnoie apparaît l'hôtel Rollin, actuelle archive départementale, qui sait bien faire avaler la façade comme vous pouvez le voir. Ça fait pas très moyenâgeux tout ça. Quant au proprio de l'époque, le sieur Rollin, eh ben figurez-vous que c'est le fondateur des hospices de Beaune. Et ce, en plus d'avoir été chancelier de Bourgogne. Bref, le type a pas mal bossé quoi, hein. Après bon, c'est vrai que ça fait toujours classe sur un CV. Rue Chabot-Charny, on voit apparaître l'hôtel de Vienne. Alors vous commencez à avoir l'habitude, hein. Pourquoi de Vienne? Parce que le type qui l'a commandé s'appelait de Vienne. Un chevalier de Fifi qui avait la spécificité d'être mi-CRS, mi-inquisiteur. Un CRS-iteur. Je le crois pas, je viens d'inventer un Pokémon. Quant à la rue des Forges, eh ben on voit apparaître l'hôtel Morel. Ça gratte? Si ça gratte, moi ça gratte aussi, moi. Non, pas ce Morel-là. La bâtisse a pu être construite car Fifi a exonéré d'impôts la nourrice de son gosse, le futur Charles le Téméraire. Et qui c'est qui va devenir un mégalomane sanguinaire, hein? Et c'est qui va devenir un mégalomane sanguinaire, hein? Lui permettant du coup d'investir dans la pierre. C'est aussi au 15e que va apparaître la sculpture symbole de la ville, la chouette. Et par extension, la salamandre, qui apparaîtra plus tard vu qu'en fait c'est un clin d'œil au symbole qu'avait choisi François Ier. La tradition voulant qu'en se dirigeant vers le parvis Notre-Dame, vous touchiez la chouette de la main gauche tout en ayant la main droite sur le cœur, pour faire un vœu. Le truc étant que si vous allez dans l'autre sens, eh ben, la salamandre s'occupera de bouffer votre vœu. Chaque jour est une chance.
La chouette fait référence à un événement s'étant produit à Rome. En effet, le pape mafieux de l'époque, expert en détournement de fonds façon Richelieu... Non, pas ce Richelieu-là, non. Voilà. Tenait alors un grand concile, durant lequel une chouette s'introduisit dans la salle, hurlant à tout va, et selon les dires, ne quittant pas des yeux le mafioso en chef, le pape de l'époque. On parvint à foutre le piaf dehors qu'à coups de bâton, mais après coup, on a commencé à se poser la question si c'était pas des fois une manifestation de l'Esprit Saint, qui venait prévenir en direct le pape, qu'il était pas Jojo. Surtout que peu de temps après, le pape en question finissait en tôle. Oui, le fait est que le contexte était assez spécial au moment où elle a été sculptée, notre chouette. Et ouais, c'était du temps de la prime jeunesse de Fifi, et à ce moment-là, la religion catholique... C'est un bordel. Enfin, le terme technique est « grand schisme d'Occident ». Pour faire simple, à la tête de l'église, il n'y avait pas un pape mais deux qui se disputaient la légitimité. L'un installé à Rome, l'autre à Avignon, d'où le palais des papes, provoquant troubles sociaux, politiques... Franchement, en pleine guerre de 100 ans, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Je vous le demande! Bref, cette représentation du Saint-Esprit revêtant l'apparence d'une chouette finit par prendre avec le temps l'image d'un symbole éloignant non seulement les forces du mal, mais aussi des forces nocturnes, car vu qu'on ne voit rien dans les ténèbres, l'imagination s'enflamme aussi rapidement qu'un feu de paille. Il faut bien se représenter que Dijon, comme dans toutes les villes d'Europe à cette époque, la nuit est nullement éclairée. La nuit, c'est le couvre-feu donné par les cloches des églises avec la messe du soir. D'ailleurs, la première chose qu'on fait le soir, c'est fermer les portes de la ville. Du coup, au coucher du soleil, plus personne ne rentre, plus personne ne sort. Ça, le mérite de vous donner le ton, hein. Quand les ténèbres règnent sur la ville, seuls les hommes du guet... Non mais non, pas guet comme ça. Voilà, donc eux seuls patrouillent la nuit à l'intérieur de l'enceinte. Entendons-nous bien, hein. Si vous êtes dehors la nuit sans justification et lanterne, c'est direct la tôle. Et ne parlons même pas de s'éclairer chez soi, hein. Ça coûte une blinde. À tel point qu'il y avait plusieurs sortes de bougies à l'époque. Les moins chères étaient faites en résine de pin, qui avait une certaine tendance à pétarader, faisant sursauter les gars dans la pièce. Et ces fameuses petites bougies pétaradantes portaient le nom de pétoche, d'où l'expression « avoir la pétoche ». Après, si on a bien un à Dijon qui est pas touché par ce problème, c'est bien Fifi, hein. Lui, il a largement assez de pognon pour s'acheter des bougies en cire d'abeille qui font aucun bruit et en disposer à l'envi dans sa toute nouvelle baraque qui vient de se faire construire. Une baraque à la hauteur de son pouvoir et de ses rentrées d'argent. Et pour cause, elle deviendra notre mairie. Et ouais, c'est le palais des ducs, dont la construction s'étalera de 1450 à 1455. De vastes travaux qui débutent par la réhabilitation de la tour de Papy, en y installant le siège de son ordre, la Toison d'Or, dont nous parlerons dans un épisode dédié, comme dit plus tôt. Il y colle aussi un duc qui cherchait à se faire légitimer en Lorraine, un territoire attenant au duché et, comme vous avez pu le voir dans l'épisode de Game of Duke sur Philippe le Bon, celui-ci n'avait pas particulièrement besoin d'avoir un autre voisin ultra puissant pour faire pression sur lui, car le duc en question était aussi le roi de Naples, c'est le duc de Bar, qui par la force des choses changea le nom de la tour, passant de Tourneuve à Tour de Bar. Le type passa 2 ans dans cette prison de luxe avant d'être libéré en échange de 2 otages, qui n'étaient ni plus ni moins que ses 2 fils. Le type quitte alors la tour, promettant de se tenir tranquille. Sauf que... non. Il recommence à foutre le boxon et finit par se faire de nouveau capturer, et repassa encore une fois 2 ans enfermé dans cette tour. Cette fois-ci, il ne put regagner définitivement sa liberté que contre un bon gros paquet de pognon bien gras, somme prélevée sur ses sujets bien évidemment. Après ça, le mec s'est tenu relativement tranquille. Accolé à la tour de Bar se trouvait la grande salle qui servait à l'accueil des personnalités avant qu'on ait fini de bâtir le logis neuf. Détruite depuis, il reste malgré tout une ultime trace de l'existence de cette grande salle, encore visible aujourd'hui. Et au bout de cette grande salle se trouvait la petite chapelle personnelle de Fifi. Fifi est également un amateur de bonne bouffe, comme on l'a dit tout à l'heure avec les truffes. Mais encore fallait-il un très bon chef, et surtout un endroit approprié pour préparer les bons petits plats. On parle alors de préparation à l'échelle de la cour de Bourgogne, soit des centaines de personnes. Bref, autant dire que pour sa cuisine, il n'a pas passé commande chez Schmitt. C'est pour ça que face à la tour de Bar et à la grande salle, il se fait bâtir les grandes cuisines ducales. C'était pas moins de 30 cuistots qui bossaient là-dedans. La salle, toujours debout aujourd'hui, fait quand même 11 mètres de côté, avec 8 cheminées, dont les conduits d'évacuation se rejoignent au sommet. C'est pour ça qu'il n'y a pas 8 cheminées qui dépassent du toit. Prenez quand même un peu le temps de les imaginer tout allumés avec un immense chevreuil ramené de la chasse en train de tourner à la broche. Bref, à l'époque, quand on disait bœuf bourguignon, on n'y allait pas de main morte, hein.
Quant à notre actuelle place de la Libération, elle était fermée par une enceinte de bois, avec comme principal point d'entrée une porte qui se trouvait à peu près au niveau de la rue Vauban. Cette place était avant tout le domaine privé du duc, il fallait y passer avant de se rendre au bâtiment principal. Et du coup, ça voulait dire passer devant l'équivalent des sanitaires du camping, mais en beaucoup plus trash, où d'ailleurs ça baisait pas mal, faut dire les choses telles qu'elles sont. Ces sanitaires, appelés alors étuves, étaient uniquement destinés à la cour. Elle marquait aussi le début d'une passerelle de bois qui vous menait directement au bâtiment principal. Là on entrait alors dans ce qui est aujourd'hui la cour de la mairie, appelée à l'époque la cour des joyaux car elle juxtaposait le lieu où était entreposé le trésor ducal. Dernière étape pour en mettre plein la vue histoire de montrer un peu plus la richesse du duché, au niveau de la grande horloge actuelle se trouvait la garde-robe ducale. Et oui, le mec s'est fait carrément construire un bâtiment juste pour ranger ses fringues. De là à dire que notre Fifi était une fashion victime, y a qu'un pas, hein. Surtout qu'il a passé sa vie à s'habiller en noir pour porter le deuil de papa, mais aussi parce que... Le noir c'est digne, le noir c'est sombre, le noir ça fait peur. C'est ensuite seulement que vous arriviez dans le bâtiment principal qu'est la mairie actuelle, où vous trouviez notamment, outre la chambre du duc et sa petite garde-robe bonus, sa salle de bain équipée de chiottes, qui ont d'ailleurs été redécouvertes récemment. Et si vous vous posez la question, oui, c'est bel et bien Fifi qui est en train de chier. Pas sûr que ça l'aurait enchanté de savoir que plusieurs siècles après sa mort, on le représenterait dans cette position. À côté se trouve la salle à manger, qui est ni plus ni moins que l'une des plus grandes de toute l'Europe de l'époque. Y a qu'à voir la cheminée en même temps, on pourrait carrément y foutre un tronc d'arbre entier. Par contre aujourd'hui dans cette salle on n'y bouffe plus, hein, vu qu'elle accueille les tombeaux vides de Philippe le Hardi, de sa femme et de son môme. Au rez-de-chaussée se trouvent les appartements du maître Pinard, accompagné de ses fûts, sachant que vu son importance, lui aussi a droit à sa petite garde-robe perso. Quant au sous-sol, c'est là qu'on stockait le graillon. Et vis-à-vis du passage actuel qui permet aujourd'hui de traverser la mairie, eh ben à l'époque c'était ni plus ni moins que la salle du trésor, ou plutôt la salle des joyaux, au nombre de 2, pour monsieur et madame. On parle de pas moins de 90 coffres remplis à ras-bord d'orfèvrerie, de joyaux, de reliques, de manuscrits enluminés, de tapisseries, de gris-gris, et même une main de singe. Alors qu'est-ce qu'elle fout là celle-là? Je ne sais pas, on va dire qu'elle a peut-être été traînée trop près du corsage de la duchesse. Mais c'est pas tout. Il y avait aussi carrément une corne de licorne, réputée à l'époque pour être l'anti-poison ultime. Bon, dans les faits, c'était une dent de narval, c'est pas pour rien qu'on les surnomme les licornes de mer. D'ailleurs, si ça vous tente, vous pourrez en voir une vraie au musée d'histoire naturelle. Et vous pourrez vous rendre compte de la taille du truc. Regardez, je me suis foutu à côté avec mes bons 2 mètres de haut, je suis largement dépassé par cette espèce de lance de chevalier naturel. Et enfin, dans cette salle du trésor, vous savez ce qu'on y trouvait en plus d'entreposés? Eh ben encore plus de fringues! Pour ce qui est des murs, ils étaient recouverts de bois et de tapisseries constituées de fils d'or, notamment pour préserver la chaleur, mais ce, tout en se la pétant, hein. Parce qu'il faut pas oublier les fondamentaux, hein. Se la péter c'est très important. Et enfin, pour montrer que c'est lui qui a la plus grande, eh ben Fifi décide de faire comme Jean-Jean à Paris. Il se fait bâtir ni plus ni moins que la plus haute tour de la ville, la tour Philippe le Bon. Après tout, c'est pas pour rien qu'on a foutu sa statue juste à côté quand même. Et pour rester dans les allusions phalliques, il y aurait aussi collé sa bonne femme au sommet qui pour info avait elle aussi droit à 46 mètres de haut à sa propre petite garde-robe bonus. Cette tour avait également une grande utilité pour servir de tour de guet depuis laquelle on peut voir encore aujourd'hui toute la ville et ses environs sur des kilomètres, et à l'époque être témoin du démantèlement de l'antique castrum romain. Et c'est sur ce joli point de vue que se clôt cet épisode sur Dijon du temps de Philippe le Bon.